que ce soit riche, fortuné, ayant des moyens financiers, je dirais, ben voilà, ça fait partie intégrante de ma vie. C'est pas ça le plus important. Il y a beaucoup d'autres choses de ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui je suis devenu qui je suis. J'ai démarré, c'est ma plus grande fierté, avec un capital de départ de 6 000 euros. J'étais seul comme un grand, j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin pour aller distribuer ma carte de visite. Et j'avais surtout envie de m'octroyer une parenthèse d'1 mois dans ma vie de patron, de me dire je pars 1 mois au Népal, je coupe tout. Et soudainement tout s'accélère, je tombe dans le coma, j'entends crier autour de moi, j'ai des images, des flashs de gens qui crient. J'ai quand même envie de retrouver le goût de redémarrer quelque chose d'incroyable. Dans quel domaine? Toujours Ah, l'événementiel, le peut-être le sport? foot. Ah ouais? Voilà, Ah! moi. Moi, c'est Fiorine. Et moi, c'est Morgane. Vous écoutez Lueur Fauve. Ici, on vous emmène chacune à notre tour à la rencontre d'êtres libres, des âmes qui inspirent, bousculent, éveillent. Vous entendrez des personnes qui ont choisi d'écouter leur feu intérieur, des voix qui réveillent les lumières qui sommeillent en nous. Bienvenue dans Lueur Fauve, le podcast des âmes indomptables. Aujourd'hui, c'est moi Morgane qui t'emmène dans cet échange. Bonjour Nicolas, Coucou. comment te sens-tu à l'aube de notre conversation, là présentement? Plutôt bien et impatient à la fois. Alors, si je devais te décrire, je dirais que tu es entrepreneur, investisseur, mécène, que tu aimes le foot, grand fan du Standard, président de l'Union Rochefortoise. Je devine, je ne sais pas pourquoi, mais que tu joues au paddle. Oui, je C'est confirme. exact? Ouais, je Ouais. confirme. Tu joues au paddle et tu investis dans les paddles, que tu aimes les bonnes choses, celles qui viennent directement de la ferme. Oui. Tu as aussi des valeurs nobles, celles de l'éco-responsabilité, de l'écologie, de la durabilité. Je dirais de toi que tu es quelqu'un d'audacieux, d'ambitieux, de rassembleur. Et enfin, last but not least, que tu es l'héritier d'une histoire familiale, d'un patrimoine industriel, d'une multinationale, le groupe Loast. Alors ça, c'est la description que je fais de toi à partir de tout ce que j'ai pu glaner sur la toile. Mais toi, comment te décrirais-tu ou te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas sur le plan pro et perso? Euh, je dirais qu'au niveau perso, je suis quelqu'un qui est très très fort attaché à ses racines en fait. Donc pour moi, le volet transgénérationnel, les racines, ses origines, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc tenir compte du passé, mais également l'envie de pérenniser, l'envie de transmettre, l'envie d'éduquer. Et je dirais au niveau pro, je dirais que par rapport à ce que tu as dit, c'est vraiment le volet entrepreneur, je pense, qui prédomine un peu les autres casquettes, même si les autres sont étroitement liés au volet entrepreneur. Parce que même quand on est mécène, par exemple, à Rochefort, il y a quand même une dimension d'entrepreneuriat. On a envie de développer, on a envie de faire bouger les lignes, mais je dirais que au niveau pro, ce qui a vraiment façonné ma personnalité, je dirais, c'est vraiment le volet plutôt entrepreneur, ouais, ouais, Mhm. clairement. Pour revenir 2 secondes sur le plan perso, tu as raison, j'ai carrément oublié de dire le plus important, tu es Rochefortois d'origine. Alors, oui, oui, oui. Alors, mais j'ai des racines ici dans le coin et j'ai des racines flamandes. En fait, ma mère est flamande du Mhm. côté de Saint-Nicolas. Et mon papa, en effet, ben voilà, était rattaché ici à la région, principalement Jemelle, Rochefort. Et donc, tout Mhm. à fait, oui, Tu as 41 ans, 41 ans. tu as 4 enfants, Oui. ça m'impressionne. Oui, j'ai trois filles et un garçon, tout à fait. Alors, on vient parler de ton toi d'aujourd'hui, mais je suis curieuse que tu me parles de ton toi du passé. Quel enfant tu étais et dans quelle sphère familiale, du coup, tu as grandi, dans quel univers? Euh, Alors moi j'ai été, ben, je dirais qu'il y a une première partie de ma vie qui était ici dans la région de Rochefort, hein, donc
Moi, j'ai été scolarisé ici à Fourrières, en maternelle, chez madame Louviot, je me souviens très bien, dans la petite école de village. Et voilà, c'était des tout Bon élève ou mauvais élève? plutôt bon élève, plutôt bon Turbulent, non? après turbulent. Après, ça, c'est la période, en internat, où j'étais plutôt turbulent. Et donc j'ai une première partie de ma vie ici, une partie vraiment très, très campagnarde. Papa était, étroitement lié à l'activité de la carrière, ici à Jamel. Il y avait des bureaux du côté de Liège également. Et donc je dirais qu'on a vécu toute une série de belles années ici avant de migrer, du côté de Bruxelles. Parce que les activités, du groupe Loist, en fait, mon papa était fort impliqué dedans. Le siège de l'entreprise a bougé du côté de Limlet, Mmh. qui est vraiment plutôt proche de Bruxelles. Ayant une maman, néerlandophone, elle s'est dit, beh, voilà, que pour nos écoles primaires, à tous les 3, parce qu'on est 3 frères, elle a privilégié un enseignement néerlandophone, ce qui était une très bonne chose d'ailleurs. Et donc, en fait, j'ai connu un autre cycle après, de 6 à 12 ans, qui était vraiment l'école primaire à Bruxelles, même si, comme je le disais, ben voilà, nos racines sont importantes. Et Mmh. donc, on revenait quasi tous les week-ends, ici à Rochefort. On a gardé une maison qu'on a toujours aujourd'hui. Et donc, on a eu, voilà, cette deuxième Mmh. période avant, à l'âge de 12 ans, de migrer, en internat à Bruges. Donc, j'ai fait, mes 12 à 18 ans là-bas à Bruges en internat. Et je prenais le train le vendredi, sur les coups de 17 heures. Je faisais Bruges-Jemel. Donc En parfait bilingue alors du coup, j'imagine? parfait bilingue, parfait bilingue, Que bilingue, trilingue? Je suppose que quadrilingue. Donc je parle ouais. également l'allemand. Donc je suis parti 4 mois en Allemagne également apprendre l'allemand. Et donc voilà, donc je dirais que c'est les quelques étapes de ma vie, Mmh. ouais, qui ouais. Et alors tu parles de racines, je pense que tu es aussi, très attaché à la notion, familiale. Tu as 2 frères aussi. Ouais, Si tu devais mettre, une étiquette sur chacun de vous 3, ouais. tu, tu dirais quoi pour, Hem, alors je dirais que, on est tous les 3 très différents, mais on est tous les 3 très, très complémentaires. Et je dirais que les circonstances de la vie, avec le décès de papa, en 2011, donc ça fait quand même déjà un petit temps, ça va faire 14 ans. Ça fait 14 ans. mmh En fait, les circonstances de la vie ont fait que, voilà, on a dû, tous les 3 se souder, créer des relations très, très fortes. Alors je dirais que je suis vraiment l'entrepreneur des 3, je pense. Jérôme, le frère du milieu, est le plus analytique, le plus réfléchi, et très, très, en anglais, quand on dit sharp, il est très, 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 très vif Ouais. d'esprit. Et je dirais qu'Arthur est celui qui est hem, pas l'idéaliste, mais c'est quelqu'un qui attache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance au sens, à la vie. Mmh. Et c'est d'ailleurs Arthur qui développe tout le projet d'agriculture ici, à Rabani. C'est quelqu'un qui est très, très, très ancré sur les valeurs, sur le sens, sur le pourquoi des choses. Et donc, si on prend le méli-mélo des 3, ça fait, Mmh. une chouette alchimie, ouais, ouais. Mmh. Vous appartenez donc tous les 3 à la famille, Loist, qu'on présente souvent comme une des familles les plus, riches de Belgique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis une des familles les plus riches de Belgique? Riche dans le cœur, en tout cas. Je dirais que pour nous, l'argent n'a jamais joué une place importante, dans notre vie, en fait, parce qu'en fait, voilà, papa, les premières années, on vivait, très modestement, en fait, hein. Je veux dire, oui, on faisait partie d'une classe bourgeoise, mais voilà, le groupe Loist, dans les années 80, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai vu mon père, travailler beaucoup, hein. Il se levait très tôt, il a travaillé des semaines, sans compter. Il allait à Paris, à Düsseldorf, il allait à l'étranger, aux États-Unis, pour développer l'affaire. Et je dirais que, voilà, la notion de méritocratie a été toujours très, très présente dans notre famille. Donc je dirais, pour nous, on a toujours été éduqués, avec, voilà, ce sens du travail, tout en étant conscient, bien évidemment, qu'on est, voilà, une famille privilégiée, hein. Il faut appeler un chat un chat. Mmh. C'est vrai qu'on a des moyens importants, mais ça donne une certaine responsabilité. Et je pense que l'éducation a fait que, par rapport à cette relation avec Mmh. l'argent, voilà, on a toujours on a beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ça. On a envie de transmettre, on a envie à nos enfants aussi. Et on a un style de vie, je pense, les gens qui nous connaissent, relativement simple, tout en restant, très, très accessible à Mmh. tout le monde.
Et je pense que c'est ce qui nous caractérise et fait notre force aussi. Ouais. Mmh. Bah, justement, est-ce que tu es fier de ce nom de famille, Loist ou parfois est-ce que c'est un héritage qui est difficile à porter? Alors c'est pas évident à porter. Ça, c'est sûr que, bien évidemment, quand on est adolescent et que, ben voilà, les gens, prennent les journaux et regardent, les classements et cetera, des grandes fortunes, c'est évident que ça n'a pas toujours été facile, et donc on a façonné un peu notre personnalité, par rapport à ça et on a essayé vraiment d'être le plus authentique, d'être le plus vrai possible. Donc je dirais que ça n'a pas toujours été Mmh. facile. C'est un poids aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des attentes. Il y a des attentes de la génération d'au-dessus, il y a des attentes, de gens autour de nous. Et puis voilà, il y a donc les gens nous connaissent, hein. Je pense qu'on est une famille qui essaie de faire bouger les lignes. Donc le nom, mais par contre, je suis extrêmement fier, oui, extrêmement Mmh. fier, de voir le parcours, de toute cette famille, à travers 5 générations. Mmh. Même si on a quitté le groupe industriel, en tant qu'actionnaire, il y a un peu moins de 4 ans, je reste extrêmement attaché à mes racines, extrêmement fier, de toute cette aventure entrepreneuriale industrielle, et donc voilà, ouais. Mais justement, tu te dis, privilégié, mais finalement, quand on est riche, je ne sais pas si pour toi c'est d'ailleurs quand on dit, riche, si comment tu le prends, comme une offense, comme une réalité, comme, «Ah arrêtez de me rattacher à ça», je sais pas. C'est là en me posant la question, je me dis, que c'est peut-être, Alors, nous on a voilà, comme je le disais, on a vécu avec cette étiquette et bien évidemment, on vit dans un monde, voilà, où il y en a qui jalousent aussi un petit peu tout ça et donc tout ce côté un peu jaloux, bien évidemment, crée des envieux. Et pas toujours des messages, très constructifs et donc on crée, parfois des climats qui sont pas toujours, j'ai envie de dire positifs, constructifs, mais je veux dire, moi voilà, que ce soit riche, fortuné, ayant des moyens financiers, je dirais, voilà, ça fait partie intégrante de ma vie, mmh, mais je dirais, c'est pas ça le plus important. Il y a beaucoup d'autres choses de ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui je suis devenu, qui je suis, mmh. et c'est plutôt cette partie-là que j'ai envie de retenir, Ouais. ouais. On dit d'ailleurs souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Comment est-ce que tu te situes, par rapport à cette expression? Je confirme. Je pense que j'en connais beaucoup autour de moi qui ne travaillent pas, qui ont pas ce goût du travail, qui ont pas de réel objectif dans la vie et voilà, qui malheureusement, voilà, ont des moyens financiers mais sont pas toujours heureux. Et donc, c'est pas facile. C'est Mmh. pas facile, de garder les pieds sur terre, Mmh. d'avoir un but dans sa vie, de se lever tous les jours avec un objectif quand on a des moyens importants. Et d'où l'importance d'éduquer. Et je pense Mmh. que l'éducation est clé dès le plus jeune âge Mmh. pour vraiment former cette nouvelle génération. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire avec nos enfants aussi, de les éduquer par rapport à ces valeurs du travail, les valeurs du respect, se lever tôt. Et donc, voilà, mes deux frères et moi, on travaille tous les trois, on bosse Ouais, beaucoup. Et donc, c'est plutôt voilà, ces messages-là qu'on a envie ouais, de transmettre. et je me dis, est-ce que, socialement, il y a aussi peut-être, ce sentiment d'être, une proie, hem, Euh, d'arriver à cerner les personnes qui sont désintéressées, les personnes intéressées? Tu vois ce que Ouais, je veux ouais, ouais, dire? complètement. Ouais, 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 ça, je vois complètement. On nous a clairement dit oui, oui, alors il y en a, hein, il y en a. Je dirais que les proies, on va dire les vautours qui gravitent un peu autour, sont plutôt ceux qui sont vraiment tournés vers la notion d'argent. Mmh. Et heureusement, je dirais, on a pu créer une organisation autour de nous avec Mmh. des gens extrêmement compétents qui travaillent pour la famille. Et donc, tous ces projets-là passent d'abord par Mmh. eux. Et donc, on a créé des filtres de manière à nous, tous les trois, nous préserver de, Ouais, de toutes ces sollicitations qu'on pourrait avoir. Donc, tout ça a été très, ouais. très bien pensé et organisé. Ouais. Ouais, même à l'adolescence, hein, finalement, tu le disais, socialement, il y a quand même quelque chose à devoir porter, assumer, Oui, des barrières à mettre. oui. Tu en as souffert, Euh, alors, ou t'en souffres encore peut-être non, aujourd'hui ou non, 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 maintenant, non, non, tu non, non, passé non. outre? Alors, je dirais que oui, à l'adolescence, oui, quand on est en internat et que oui, bien évidemment, on est un peu étiqueté de. Mmh. Euh, mais je pense qu'on a réussi très très vite, tous les trois,
à se créer personnellement à Mmh. travers nos études, notre parcours académique, le sport, plein d'autres activités. Et donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est extrêmement fiers de voir qui on est devenu, malgré, oui, cet héritage important, ce poids qu'on pourrait ressentir de temps en temps. Et donc, Ouais. ouais, Et justement, du coup, aujourd'hui de l'Ouest, j'ai envie de dire qu'il n'en reste plus que le nom, ouais, puisque si mes renseignements sont bons, en 2021, ouais, vous avez décidé de tout revendre. ouais. Pourquoi? Ben, je dirais que c'est propre à beaucoup d'entreprises familiales, en fait. Quand il y a des générations, on n'est pas nombreux, il y a des générations où on est nombreux. Il faut savoir qu'à notre génération, on était pas loin de 30 cousins, répartis sur 8 branches familiales. Et je dirais que voilà, le décès de papa en 2011 a quand même créé un cataclysme parmi les générations. Donc nous, on était la première génération de la nouvelle génération à devenir plein propriétaire des titres de l'entreprise familiale. Et c'est vrai, voilà, qu'à un moment donné, le fait de plus avoir papa, ben voilà, qui était un peu le moteur de notre branche à nous. Le paternel par excellence, Voilà, quoi. Ouais. exactement. Et ben je pense que voilà, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des visions qui divergent. Mmh. Et je pense que c'est sain dans des entreprises familiales de voir à un moment donné certains qui restent, qui sont motivés de rester, qui sont motivés de continuer à développer l'entreprise, et d'autres qui partent. Et je dirais que la réalité, c'est que nous, voilà, on est des vrais entrepreneurs dans l'âme, et on avait plutôt envie, ben voilà, de tracer notre propre chemin à Mmh. nous, tout en ayant énormément de gratitude, ben voilà, pour tout ce que le groupe et toute la famille a Mmh. pu créer comme valeur, et pour tout cet héritage Mmh. familial, tant au niveau Mmh. personnel aussi, hein, c'est important, Oui, tous parce ces que liens qu'on a pu tisser. ouais, Euh, parce qu'en fait, je suis en train de me dire que vous avez mis fin finalement à plusieurs, générations, d'entreprises. Heu, Quelque part, c'était, mettre un coup d'arrêt à cette histoire. Enfin, la décision que vous avez prise, c'était ou vous ne l'avez pas vue comme ça. Tu non, vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Le fait ouais. qu'il y a plusieurs générations qui ont continué, poursuivi l'activité et puis vous, voilà, vous Bah, il y décidez de avait déjà l'arrêter eu des avec vos raisons mouvements qui sont il propres, y avait mais déjà eu des mouvements à la génération ouais, d'au-dessus, fin des années ouais. 80. Non, moi je pense pas. Je pense que justement, il vaut mieux se recentrer avec certaines familles et créer un bloc très fort, très orienté vers le long terme, plutôt que de garder des actionnaires mais qui d'une certaine manière, pas se désintéressent, mais divergent en termes de position, et ont envie tout simplement Mmh. dans la vie de tracer leur propre voie. Je pense que c'est très Mmh. sain dans la vie, et une entreprise le permet. Le permet justement, dans des conventions d'actionnaires et autres, à un moment donné, de créer des portes de sortie pour permettre à ceux Ouais. qui ont envie de quitter. Ouais. Et justement, quel était, l'élément, déclencheur? Est-ce que c'est le décès de ton papa Oui. qui, t'a Ouais. dit à ce moment, «Je sais pas, il faut que je prenne mon envol, il faut que» Bah, je dirais que c'est un des éléments. Ça, l'envie également de s'affranchir un petit peu, de déterminer notre propre chemin. Voilà, comme je le disais, on est tous les trois des entrepreneurs, Jérôme, Arthur et moi. On avait aussi envie de dire, ok, ben, on n'avait pas envie de que exister à travers ce groupe-là, c'était ce groupe familial. Et donc, il y avait une multitude de raisons. Et à un moment donné, ben, je pense que voilà, c'était la bonne chose, la bonne voie à suivre. mmh. Et ça s'est fait, je pense, à l'image de notre famille, en toute discrétion. Et, Mmh. parce que les gens en ont très très peu parlé. Et donc, ce qui est positif, ce qui incarne d'une certaine manière la manière dont on a été éduqué aussi. Ouais. Et voilà. Ouais. Et donc du coup, quand as-tu pris, cet envol? Ouf. Moi, mon envol, il date déjà il date d'avant. Je dirais que Ouais, la sortie du groupe a été un élément important dans ma vie, mais pas le plus important. Je dirais que moi, je retiens l'année 2011 comme étant une année vraiment charnière quoi. charnière. C'est une conjonction de beaucoup d'éléments. C'est le début de l'entreprise Terreau, hein, donc d'abord People Ouais. First, hein, que j'ai créé de zéro. Donc c'est ta première société à Voilà, toi, à tout, ton nom. tout à fait. Ouais. Tu l'as créée en 2011, donc l'année du décès de ton papa. Voilà, exactement. Donc, année compliquée. Donc, je perds mon père au mois de mars 2011.
de façon très brutale, hein. Donc il est mort d'un arrêt cardiaque du jour au lendemain. Ben voilà, on t'appelle, il avait 60 ans, on- Complètement inopiné. complètement inopiné. Ouais, Voilà, il buvait pas, il fumait pas. C'est quelqu'un qui, oui, qui travaillait beaucoup. Et donc voilà, c'était un choc, c'était un cataclysme au niveau ouais, familial. Pour mes frères et moi, pour ma maman, je me marie la même année, hein, donc il faut s'imaginer, donc il décède ça au je ne mois, savais pas. ah ouais, je me marie la même année au mois d'août. Donc cette capacité de gérer d'abord le décès, de se reprojeter dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, donc Ouais. très très compliqué. Et parallèlement à ça, je démarre mon entreprise la même année, quoi. Donc dans des challenges, voilà, qu'un entrepreneur traverse au début. Moi, j'ai démarré, c'est ma plus grande fierté, avec un capital de départ de 6 000 euros, qui était le capital nécessaire pour créer une SPRL. J'ai démarré de zéro, j'étais seul comme un grand. J'ai dû prendre mon bâton de pèlerin pour aller ouvrir les boîtes, les sociétés, aller distribuer ma carte de visite, ma brochure pour me faire connaître. Et voilà, et de fil en aiguille, le groupe s'est développé. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 200 équivalents temps plein. Et ça, c'est ma plus grande fierté d'avoir pu, en 2011, démarrer cette aventure dans un contexte très compliqué, pour aujourd'hui faire regarder en arrière et voir ce qu'on a pu bâtir. Et donc ça, c'est top. Et ça, c'est ma grande fierté. Ouais, ouais. Oui, j'imagine. Je découvre. J'hallucine de en fait, c'était une de mes questions, c'est est-ce que tu considères que tes sociétés, tu étais partie de zéro, mais presque finalement, quand tu dis que tu as tout démarré avec un capital de 6 000 euros, ça c'est rien finalement pour, lancer Non, une entreprise. non. Pourquoi est-ce que tu as voulu, partir finalement de quasi zéro? Je dirais que j'avais mon business plan, j'avais mon idée en tête et en fait, voilà, je m'étais dit la meilleure manière d'apprendre, c'est de démarrer de zéro, c'est de créer un nom, de créer une brochure, de créer un pitch Mmh. commercial pour se faire connaître. Et jusqu'en 2016, le groupe s'est développé sans faire appel à des capitaux externes, hein. Donc, on a quand même connu une croissance fantastique. On a pu racheter pas mal d'acteurs dans le secteur du team building sur fonds propres. Donc, j'ai Ouais, donc jamais. c'est des sociétés, quoi, dans si tu peux nous En- les décrire là en Ah ben, quelques il y mots? avait typiquement une boîte à Florentville qui fait tout ce qui est parcours acrobranche, activité team building. Il y avait une boîte du côté de Mané, au-dessus de Liège. Et donc, on a développé tout un écosystème en Belgique et à Luxembourg de team building. Donc, on propose des team building aux entreprises. Mmh. Et en 2016, on s'est dit, OK, c'est très bien de proposer le service du team building, mais il nous faut également des lieux d'événements. Ouais, Parce que quand on venait, on allait chercher un client, on se rendait compte que le gros du chiffre d'affaires partait dans le lieu d'événement. ouais. Parce que si une entreprise fait une mise au vert et fait un team building, elle doit louer un lieu, elle doit chercher de la nourriture. Et on était un peu le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que l'activité, c'était qu'une partie du chiffre d'affaires. Et on s'est dit en 2016, il nous faut des lieux et il nous faut notre service traiteur de manière à avoir une offre globale. Et c'est à ce moment-là qu'on a racheté donc le groupe Knockout. Et c'est la première fois. Ça Donc, qui est parce que qui est pas forcément, hyper, connu dans la non. région, c'est quoi? C'est une boîte de Alors, il y avait 2 lieux à la mer du Nord. ouais? Il y avait une espèce de club de plage avec une école de kitesurf, surf, Mmh. etc. Donc, il y avait tout un lieu d'événement, boîte de nuit à Knock Mmh. également. Il y avait une boîte de nuit, lieu d'événement du côté de Waterloo. Et il y avait un petit hôtel du côté de Francorchamps. Et moi, j'aimais beaucoup le concept. Pourquoi? Parce que le groupe Knockout était tourné principalement vers les particuliers. Nous, on pouvait amener les entreprises grâce à notre carnet d'adresses, team Mmh. building et toutes les activités qu'on proposait. On était multigéographie, on avait nos sites à la mer du Nord, on était autour de Bruxelles et on avait un premier lieu du côté de Francorchamps, donc un lieu de logement où on pouvait faire du séminaire résidentiel avec des activités. Et dans la foulée de la reprise, on a ouvert 20 nouveaux lieux d'événements, donc de 2017 à maintenant, malgré 2 années de Covid qui ont Ouais. été foudroyantes pour le groupe. Donc on a dû voilà, il faut juste s'imaginer, du jour au lendemain, Ouais, l'enfer. on cochait toutes les cases. Ah ouais! Voilà, on était restaurant, boîte de nuit, lieu d'événement, les activités, mais du jour au lendemain, tout s'arrête. Et donc, on doit complètement se réinventer. Et donc malgré ça, on a continué à croître, on a continué à développer des affaires. Euh, Et quand tu te lances en 2011, tu avais déjà cette vision-là? Elle était déjà, présente, incarnée ou, elle s'est construite? alors, je pense C'est que la fibre entrepreneuriale, on l'a familialement, ça c'est sûr. Moi, j'ai vu c'est dans mon. les gènes, en C'est un peu fait. dans les gènes, Ouais. même du côté de ma maman.
Ils ont également des gènes flamands, mais très, très entrepreneurs Ouais. dans l'âme aussi. Tu fait quoi comme études, en fait? Parce qu'on a évoqué tes Ouais. années d'internat, mais Alors moi, j'ai fait Sciences Po et Relations internationales, et puis j'ai fait une année à l'ICHEC en ouais, gestion, parce qu'il me manquait tout le bagage marketing, comptabilité, etc. ouais. Et puis j'ai fait une année à Lausanne, à l'école polytechnique, donc en Suisse, en management du Mmh. sport. Et donc j'étais plutôt prédestiné en sortant des études pour travailler à l'UEFA, au comité olympique, parce qu'il faut savoir que toutes les fédérations internationales sont à Lausanne autour du lac Léman. Ouais. Et c'est vrai que toutes les portes étaient ouvertes pour que je reste là. Et ma tendre épouse, elle faisait une carrière d'avocate à Bruxelles. Et je me voyais mal développer ma carrière là-bas. Je l'aimais quand même beaucoup. Et donc, je me suis dit, il y en a peut-être un qui va devoir rentrer, c'est moi. Et puis je m'étais dit, ben voilà, j'ai quand même envie d'entreprendre, j'ai quand même envie de créer quelque chose. Et puis j'ai eu cette idée de mêler le monde de Mmh. l'entreprise, qui fait quand même intégralement partie de mes racines, et le monde du sport, qui a toujours été Mmh. omniprésent dans ma vie. Parce que People First, l'idée première, c'était d'organiser des team building pour société autour de la pratique du sport. Donc Ouais. on a amené des comités de direction en haut du Toubkal, qui est un 4000 mètres au Maroc, à dormir en refuge pour créer des cohésions d'équipe très très fortes. Ouais. On organisait des régates de voile pour créer de la cohésion entre les équipes. Bref, c'était vraiment un axe plutôt outdoor, aventure, slash sport. Donc le Mmh. sport a toujours été... On y reviendra. voilà, on y reviendra, Ouais, franchement, on va j'imagine. parler de ta fibre, Et très donc axée voilà, sport. cycle universitaire en Belgique, management à l'ICHEC, et puis une année à Lausanne qui a été une année formidable. Et donc voilà, donc un chouette parcours. Et puis en sortie de Covid, j'ai décidé d'allier mes activités à celles d'Arthur, mon frère, Mmh. pour créer le nom Terreau, donc Ouais, People First Knockout, qui est devenu une marque Terreau. ouais. Arthur qui avait développé 2 restaurants, de la ferme à l'assiette, les fermes de Rabanis, hein, donc À Rochefort, à oui. Rochefort, qu'Arthur a développé. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens, en fait, ce que Arthur faisait, et qu'amener toute cette philosophie de la ferme à l'assiette, Du si circuit on, au court, circuit court, si on pouvait nous l'amener au niveau du traiteur, dans nos différents lieux d'événements, pour moi, c'était la chaîne manquante, en fait, et d'amener un monde meilleur aux nouvelles générations, d'amener plus de sens, et en plus de redévelopper des terres familiales ici, qui étaient partiellement truffées de pesticides et tout. Donc Arthur a fait un boulot remarquable, a pu reconsolider tout un bloc agricole. On a passé toutes les terres en bio. Et puis toute l'histoire des rabanistes, les cochons, les vaches, les poules pondeuses, les boucheries, qui est devenu un projet exceptionnel, avec des retombées géniales pour la région de Rochefort. mais qui alimente aussi du coup, tous, vos lieux, Ouais, restaurants, ouais, tout le traiteur. vos Ouais, événements, ouais, exactement. donc vous fonctionnez, j'allais dire en autonomie, non, quand même pas? Alors, en grande partie, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore au modèle où on peut tout sourcer et amener de nos propres fermes. Par contre, c'est vrai que là où on peut, on le fait. Mmh. Et, euh, et donc, c'est super. Voilà, déjà rien Mmh. que tout ce qui est bovin, porcin, les poules pondeuses, tout ce qui est maraîchage, Mmh. le miel. Donc, c'est déjà une belle, belle, belle étape. Et on continue. Tu Ouais. vois, je me dis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, on associe, je trouve, assez souvent l'image, de la richesse ou de l'industrie, finalement assez peu de conscience, écologique, et vous, vous avez un héritage qui est quand même très industriel, et Ouais. finalement ici, vous prenez presque un contre-pied, non? Oui, tout en étant conscient, ben voilà, que le processus de fabrication de la chaux est intrinsèquement polluant, hein. Donc ça, c'est Ouais. voilà, à un moment donné, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je pense que le groupe Loist est quand même conscient d'aujourd'hui des enjeux climatiques, et Mmh. met beaucoup, beaucoup de choses en place. Mais ce que je veux Euh, dire, c'est que effectivement, là, vous venez d'un secteur très ouais, industriel, donc tout à fait. polluant, Ouais. et que aujourd'hui, c'est comme si vous vouliez un peu neutraliser Ouais, ouais, je dirais qu'on cet le. héritage-là, quoi. Ouais, oui, Tu vois ben, ce que je veux ouais, dire? oui, je comprends, tout à fait. Oui, après. Je pense que c'est une histoire d'homme d'abord. Je pense qu'Arthur, lui, était un convaincu, était un pionnier, était un précurseur là-dedans en région wallonne, pour vraiment faire bouger les lignes, Mhm, créer une chaîne de restaurants de la ferme à l'assiette. Je pense qu'il était un des tout premiers. mhm. Et puis voilà, c'est l'histoire
de trois frères, en fait, qui, à un moment donné, rassemblent. Jérôme était actionnaire à nos côtés, tout en étant passif, mais a toujours soutenu Mmh. voilà, toute notre histoire entrepreneuriale. Et donc, c'est vraiment des histoires, à un moment donné, qui font un et qui créent de la synergie, qui créent plus de sens. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, c'était la suite logique. Et je pense que c'était le bon move, comme on dit. Ouais, Ouais. ouais, Est-ce que pour qu'on se rende compte aujourd'hui de ce qu'est Terreau, ouais, tu as parlé de 200 employés ouais. et en chiffre d'affaires, je ne sais pas si tu rends ça public? Ah oui, 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 bon, moi, il n'y a pas de secret. On fait plus ou moins 35 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe, à travers toutes nos activités, avec encore un gros, gros plan de croissance. On aimerait bien, au minimum, doubler de taille d'ici 2030, avec voilà, certains segments qu'on va continuer à développer, comme le paddle, Ouais, qui est vraiment un segment hyper stratégique pour nous. Donc voilà, encore une belle ambition. ouais. Et je me posais, la question, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire tout ça si tu n'avais pas eu, l'héritage, de ta famille? Est-ce que tu aurais pu t'accomplir de la même manière? Tu t'es déjà posé cette question? Oui, 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 oui. C'est une bonne question. Je dirais que je pense que quand je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, il y en a qui parviennent à le faire de zéro avec une page blanche et qui ont des success stories tout simplement Mmh. incroyables. Bah, je dirais que pour nous, je dirais, et le volet éducatif, donc la manière dont on a été éduqué par nos parents a clairement été un driver, a quand même été un vecteur de création. Et c'est vrai que moi, je l'admets totalement. À un moment donné, quand on a dû investir pour continuer à croître, le fait de pouvoir recourir à de l'argent familial pour continuer à investir de manière plus importante et exponentielle, clairement a été une chance. Une Oui, chance que tu n'as pas dû faire de levée de fonds, ah, d'aller chercher de l'argent alors, ailleurs, en ouais, ouais, fait? oui, j'ai fait des levées de fonds, Ah, tu en as quand même ouais, ouais, fait? parce que je voulais amener un regard extérieur, j'en avais pas besoin. Oui. On a fait venir d'autres actionnaires pour nous challenger, pour nous amener notre vision, et ça a été très très bénéfique. Ils sont sortis entre-temps, mais non, 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 on a fait venir d'autres actionnaires, et puis les banques nous ont suivis, mais malgré le nom qu'on porte, ben voilà, on doit aller vendre un plan financier en bonne et due forme, et c'est pas parce qu'on s'appelle l'Ouest et qu'il y a des moyens derrière. À un moment, ce ne sont pas des danseuses et ce sont des activités qui sont rentables, qui créent de Mmh. l'emploi et qui permettent de rembourser de la dette, qui permettent de continuer à croître. Et donc voilà, et ça a toujours été prédominant pour nous. Et donc, jamais on a voulu utiliser notre nom, notre fortune à mauvais escient. Et donc voilà, je me répète, ce sont des entreprises, ce ne sont pas des... Ouais. Voilà, donc... ouais. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui, te dirait que tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche finalement et que tout est simple et tout est facile pour toi? Ah ben, je pense que c'est pas simple. Je pense que c'est pas simple et je pense que je l'invite à On a toujours venir une vision à peut-être idéalisée en je fait. pense que je l'invite à me suivre ou à nous suivre du lundi au vendredi pour un peu comprendre ce que c'est et de voir ce que c'est, ben voilà, de gérer autant de personnes, de voir le stress que ça peut générer. Et entreprendre, c'est ça, c'est des hauts et des bas, hein. Dans la presse, c'est un peu partout, on voit que la partie de l'iceberg qui est magnifique, on voit le beau nom, on voit les beaux endroits, etc. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de voilà, toute la sueur, toutes les peurs, toutes les nuits blanches, toutes les nuits où je regardais mon plafond en me demandant, mais pendant le Covid en particulier, quand on a dû restructurer, quand on a dû trouver des solutions, voilà, ça a été le cataclysme. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans le secteur qui aujourd'hui en souffrent encore. Et donc, par rapport à ceux qui me disent ça, ben, je les invite à suivre notre quotidien pour vraiment se rendre compte ce que ça a été depuis 2011. Et donc voilà, donc non, non, là je pense que de toute façon, entre nous, j'ai plus grand-chose à prouver. Voilà, je suis extrêmement fier du parcours que j'ai fait et, à tous les niveaux. Et donc voilà, moi, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Et ça fait partie de la vie. Surtout à un moment donné, quand on fait bouger les lignes, c'est plus simple de rester chez soi, d'investir dans des produits financiers ou autres, à l'abri des regards. Et là, on risque pas grand-chose, c'est sûr. Là, on va pas parler de notre famille, on va pas s'exposer comme on peut le faire maintenant. La réalité, ben voilà, c'est que quand on entreprend, ben, on est dans les spotlights. Et quand on est dans les spotlights, ben, quand tout va bien, ben, c'est chouette, mais quand ça va moins bien, quand on doit fermer un Mmh. restaurant parce que c'est compliqué, ben voilà, ben, il y en a qui se frottent les mains et qui se réjouissent du malheur des autres.
Et ça, malheureusement, c'est la réalité de l'être humain et c'est comme ça. Et donc, je pense qu'il faut vivre avec ça et voilà. Au-delà des jugements Je et pense qu'il des faut on-dit, pas tenir compte de. Je préfère me dire qu'il y a une grande majorité des gens qui, je le pense, nous apprécient pour qui on est et que je préfère. pour qui on est et pas pour ce que vous avez. Exactement, voilà. Et Ouais. très bon point. Et donc, j'ai plutôt envie de continuer à bâtir les 30, 40 prochaines Mmh. années sur ça. Et j'ai envie plutôt d'éduquer mes enfants là-dessus, plutôt que de leur dire, en fait, vous savez quoi, vivez cachés, allez vivre dans un pays exotique et surtout rester tranquille. Non, 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 non. Je pense qu'on essaie de les éduquer dans la simplicité et voilà, ouais. Est-ce que, tu l'as dit, hein, tu es fier aujourd'hui de ton parcours. Tu avais ce besoin de te faire ton propre nom, Clairement, de dessiner clairement. ta propre voix? Ah oui, oui, non, ça c'est sûr, oui. Parce qu'en fait, oui, 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 dans l'entreprise familiale, je dirais quand je faisais mon cycle universitaire, etc., bah, c'est évident que quand on porte le nom, qu'on fait partie d'une famille, bah, il y a des attentes. Et que les attentes par rapport au cycle universitaire, par rapport à des études à l'étranger, par rapport. Et je dirais que oui, j'avais envie de créer ma propre histoire. Je savais pertinemment bien que je n'allais pas travailler dans le groupe familial, parce que voilà, je n'étais pas ingénieur de formation, je n'avais pas fait sciences économiques, je n'avais pas fait le droit, j'avais choisi une autre voie. Et pour moi, c'était vraiment important, ben voilà, de créer ma propre histoire, même si l'histoire du groupe L'Ouest a façonné également une bonne partie de qui je suis. Et donc clairement, oui, oui, l'envie dès le début, elle était là, milieu de la vingtaine. J'avais vraiment envie voilà, le choix d'aller à Lausanne, de choisir une formation post-universitaire totalement différente, de voilà, choisir cette voie du sport et puis l'entrepreneuriat, et Mmh. sans regret. Donc hyper content de l'avoir fait. Ouais. Allez, magnifique. Tu as dit 2011, une année, charnière. Est-ce qu'on serait à une nouvelle année charnière pour toi ici en 2025? Grande question. Je confirme. C'est un nouveau cycle qui démarre. Ouais. Ouais, c'est un nouveau cycle. Bah oui, j'ai annoncé récemment que je quittais mon rôle de CEO, hein, donc que je quittais la direction générale. Donc de cette grosse boîte terreau dont tu viens tant de nous parler Voilà, de avec, terreau que j'ai pu créer pour diverses raisons. Et donc, ouais, non, l'année 2025 est une grosse année de changement pour moi. Et donc, il y a une transition, bien évidemment, qui va être assez fluide, hein, vu que je vais encore rester quelques mois à accompagner le nouveau patron de mmh l'entreprise. Je reste président exécutif du groupe Terreau, ce qui veut dire que je vais quand même encore rester impliqué de Tu ne te manière retires pas journalière, complètement? mais Ouais, plus opérationnelle, ouais. plus sur la stratégie, le développement, la gouvernance, parce que voilà, c'est mon bébé et que je pense que voilà, je Ton garde. 5e enfant. Voilà, c'est mon cinquième enfant. Bah, j'ai un sixième enfant qui est le projet de foot ici aussi à Rochefort, Ouais, qui est bon, quand on en même, voilà, parlera. on en parlera. On ne peut pas passer à côté. Et donc voilà, donc c'est un nouveau cycle. Ouais. Mais content, soulagé aussi. Euh, Avant de ouais, savoir vers où tu ouais. vas ou vers où tu veux aller, ou peut-être de se poser les questions ensemble de où, la vie, va t'emmener. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire ce pas de côté d'une entreprise qui est en pleine croissance, tu l'as dit toi-même et qui a encore de grosses projections, Ouais. de croissance ici, dans quelques années? Pourquoi te retirer alors que tu es en plein boom, en fait, de sauter dans tu vois? Dans cette ascension? Mais, alors, je dirais que la croissance, elle est là. Faut voir, en fait, on a toute une série de projets qui sont déjà bien engagés, que j'ai pu sourcer, que j'ai pu développer, qui vont éclore l'année prochaine et l'année d'après. Je dirais que donc on a fait des bonnes choses. Le groupe a grandi. Et gérer un groupe tel qu'on l'était en 2016-2017, on était en 2016, avant qu'on reprenne le groupe Knockout, on était 10 équivalents temps plein. Ouais, Donc en moins de 10 ans de temps, on a fait x20. c'est fou. On a une multitude de sociétés, on a tout un parc immobilier à gérer. Et je pense qu'il faut pouvoir admettre à un moment donné qu'au regard de la complexité du groupe, aujourd'hui, on rentre dans un monde extrêmement digital.
il faut mettre de plus en plus de process, il faut implémenter des outils, il faut gérer la croissance, il faut gérer les gens. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, je me suis rendu compte que et être un bon manager et être un bon entrepreneur, c'est deux choses radicalement différentes. Et j'ai estimé qu'il était temps pour moi d'opérer dans un autre rôle, plus stratégique, toujours lié à l'entrepreneuriat, mais par contre d'avoir quelqu'un d'extrêmement compétent pour gérer l'entreprise au quotidien par rapport à ces challenges. Et je pense que voilà, il faut faire preuve à un moment donné d'humilité. Il ne faut pas se rattacher à des postes, à des titres, parce que je pense que ce qui compte, c'est l'intérêt général de la boîte, ce sont ses employés, ses clients, et que malheureusement, quand il y a trop d'ego, ben souvent les dégâts collatéraux, si on reste trop longtemps assis sur une position, je pense qu'il y a des dégâts collatéraux vraiment importants. Et donc j'ai estimé, ça ruminait déjà depuis pas mal de Mhm. temps, j'ai estimé qu'il était temps de passer le flambeau, tout en accompagnant cette phase de Ouais. croissance. Et puis, ben voilà, comme certains le savent, j'ai eu un accident l'année En dernière. Népal, mais j'allais y venir. Ça a Ouais. été un élément déclencheur, ce qui s'est passé au Népal? Alors, inconsciemment, oui. Mhm. Comme je le disais, en fait, cette histoire de faire un pas de côté ruminé. On peut peut-être expliquer Ouais. ce qui s'est passé au Népal. T'as eu, je ne sais pas si on peut dire, tu as eu la frayeur de ta vie. C'est exagéré de dire ça Ah ou tu ben, as vraiment eu la frayeur de ta j'ai vie? failli mourir, oui, oui, j'ai failli Oui. mourir. Donc en fait, j'ai décidé l'année dernière, pour mes 40 ans, j'ai toujours été un amoureux de montagne, très sportif. Et voilà, la montagne a toujours été un environnement pour moi et de ressourcement et de dépassement. Donc moi j'adore, voilà, donc j'ai fait des Mont Blanc étant gamin, j'adore le ski de randonnée où on part des randonnées, voilà, en peau de phoque pendant des heures. J'ai toujours adoré cet environnement-là. Et j'ai décidé donc pour mes 40 ans d'aller faire un 8000, un des 14 8000 dans l'Himalaya. Euh, Une ascension, enfin, voilà. c'est fou, quoi, hein, se dire, C'est se faire un 8000, relativement c'est... hostile comme Ouais. environnement, avec des risques non négligeables. Même si c'était un des 14 8000 les moins dangereux, ben, il faut regarder sur Google, le taux de fatalité, c'est quand même 6%. Hein, donc 6% des gens qui vont là-bas ne reviennent pas vivants. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de me mettre un gros challenge pour mes 40 ans. Je m'étais préparé pendant un an. J'étais faire des ascensions importantes dans les Alpes. Je m'étais préparé physiquement et tout. À la Et Inoxtag, quoi. un peu à la Inoxtag, moins, moins médiatisé qu'Inoxtag. Parce que c'est vrai qu'Inoxtag, je n'ai pas encore le nombre de followers qu'Inox, mais je. Et donc voilà, donc Paris et aller au sommet n'était pas un objectif en soi. Pour moi, Il c'était y avait un plutôt. projet caritatif Voilà, aussi, hein, j'avais derrière. envie de lever des fonds pour une œuvre caritative ben voilà, liée à la recherche contre le cancer. Et j'avais surtout envie de m'octroyer une parenthèse d'un mois dans ma vie de patron, de me dire je pars un mois au Népal, je coupe tout. Parce que voilà, on n'est pas directement au camp de base à 5000 mètres, il y a une partie avant, il y a des paysages magnifiques, les petits Mhm. villages, l'hospitalité des gens, tout ce côté extraordinaire. Et tout se passait très 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 bien jusqu'au moment où on attaquait une deuxième rotation au-dessus de 6000 mètres, où voilà, on allait dormir au camp 2. Au-dessus de 6000 mètres, on est monté très vite, trop vite. Trop vite. On est monté Ouais. trop vite. On était avec mon guide. En fait, mon guide, pour la petite histoire, a fait l'Everest. Il Ouais. avait fait deux autres 8000. Donc, il avait quand même une belle expérience. C'était pas un novice en la Mhm. matière. Mais on est monté très vite. On a mis 3-4 heures de moins que les autres cordées qui arrivaient au Mhm. camp 2. Et en fait, voilà, en fait, j'ai été foudroyé à un moment donné. Il faisait très très chaud pendant la Tu t'es journée. senti comment quand tu dis Alors, foudroyé? en fait, des gros maux de tête, toute l'après-midi dans la tente qui passait pas. Et à un moment donné, mon guide est allé manger parce qu'il y a une tente messe en fait, qui est l'endroit où on mange le soir. J'avais pas faim, Mhm. mes maux de tête ne passaient pas. Et puis il est rentré vers 19 heures dans la tente, il commençait à faire noir et Toi, tu étais seule à ce moment-là, c'est ça? j'étais seul, on dormait à deux dans une Ah ouais, petite ouais. tente en très Mhm. très haute montagne. Il faut savoir ben voilà, que en journée, il peut y avoir 15 à 20 degrés, hein, il fait très très chaud. Ah ouais. Et dès que le soleil se couche, on passe sur du moins 15, moins 20. Donc c'est Ouais. vraiment en très haute altitude. Un C'est du énorme gap Le différentiel. gap Ouais. est vraiment énorme et il arrive dans la tente et il m'éclaire avec sa lampe frontale et il voit que mon visage a doublé de taille, que Ah ouais. voilà, tout boursouflé, que je Et commence toi, tu le sens, ça? Ou... je me sens de moins en moins bien et soudainement tout s'accélère. Mhm. Je tombe dans le coma.
je ne sais plus où je suis, ni chaud ni froid. Et là, j'entends crier autour de moi. J'ai des images, des flashs de gens qui crient. Trousse de secours, on essaie de m'injecter des produits. Ils ne parviennent pas à trouver la bonne seringue. On me met sous oxygène. Et donc, c'est la panique générale. Et donc là, je vois vraiment, je vois rien en fait. J'entends autour de moi des bruits. On me l'a raconté après. Et donc, finalement, ils parviennent à me ramener à moi-même. Donc, grâce à Grâce aux produits. un médicament qu'on voulait m'injecter en intraveineuse, qu'on parvient dans un autre camp d'une autre expé, on parvient à trouver le médicament en question qu'on me donne. Et tout Ah, ça en combien de temps il ah, faut, bah, ça c'est dure rapide? trois quarts d'heure. Ah, en Ouais, 3/4 d'heure ouais, en quand trois même. quarts d'heure, mon état vraiment se dégrade. Je tombe dans le coma, on m'amène le médicament. Après le médicament, je reviens un peu à moi-même, oxygène. Et là, c'est vraiment la panique générale. Pourquoi? Parce qu'il avait neigé en fin de journée. Tous les gens sur place ont conscience justement que la fatalité est Alors, possible en ah bah fait. là oui, alors là en très haute montagne, des morts il y en a, hein, on en voit tous les jours quasi. Donc il peut y avoir, il y a des expéditions où voilà, il peut y avoir dix Mhm. quinze morts, une avalanche, le mal d'altitude, le froid. Oui, mais euh, à 6 000 quelque part, je me dis Ah que ben, c'est il pas. y a déjà eu des morts au camp de base. Ah Le oui, camp ok. de base au C'est 5 000 Manaslu où ça. j'étais il y a 4 ans Mhm. a été rincé par une avalanche. Il y a eu Ouais. plusieurs morts là-bas. Mhm. Il y a des gens qui font des œdèmes au camp de Mhm. base. Donc c'est en fait la nature humaine. Ce qui est fou en haute montagne, c'est que les paramètres du corps, on peut être plus fatigué, plus fragile à un moment donné, et puis l'altitude en fait te tombe dessus parce que j'étais vraiment bien en forme. Ouais. Voilà, j'avais fait 3 Mont Blanc l'été dernier, côté italien, on avait fait un Mont Blanc, on était monté de très très bas en Mhm. une fois vers le haut, donc j'étais vraiment bien. Et moi je fais confiance au guide qui me Mhm. dit, écoute, tu es prêt, on peut y aller. Ouais. Et on avait respecté tous les paliers d'acclimatation. Ouais. Et là, soudainement, ben voilà, mon état s'aggrave et finalement, mon guide a eu le réflexe, très très bon réflexe de ne pas me laisser là, parce que les guides népalais voulaient me laisser au camp en haute altitude, sous oxygène, Ouais. mais mon état allait se stabiliser, mais je risquais clairement de retomber dans le coma, Ok. d'autant plus qu'il avait neigé en fin de journée. Et donc, qu'est-ce que mon guide décide de faire? Il me dit, écoute, on va te rhabiller et on va te redescendre au camp de base. Mais comment? Parce que toi à ce moment-là. Alors, ils m'ont porté. Ah Donc, oui. il y avait 4 guides au total. Il faut juste imaginer, donc en pleine nuit, lampe frontale. J'avais un guide à ma T'es gauche. conscient à ce moment-là? Alors là, je suis de nouveau conscient. Par contre, le réservoir en termes d'énergie, je pense que j'ai 5-10%. Ouais. Je parviens à poser un pied devant l'autre. J'ai un guide, un Sherpa à gauche, un Sherpa à droite, mon guide français qui est devant, et j'ai un guide derrière, et ils s'alternent entre eux. Pourquoi? Parce qu'on avait pris une trace, mais il avait neigé un demi-mètre de neige en fin de journée, Ouais. et donc on doit descendre, il faut s'imaginer, plus de 1200 mètres de dénivelé, C'est énorme. de nuit, avec une lampe frontale, avec certains passages où il y avait des échelles métalliques où Ouais. j'étais encordé, où j'ai dû les passer. On a dû un endroit avec un rappel, ils ont dû me treuiller vers le bas, c'était apocalyptique. Et j'entends mon guide pendant toute la descente qui me dit, écoute, il me dit, Nico, écoute, il faut que tu t'accroches parce que si tu restes là, tu vas y passer. Accroche-toi, Tu ouais. vas t'endormir, tu es Ouais. épuisé, donc il faut que tu tiennes. Et à Et ce donc, moment-là, c'est juste le mental, c'est alors quoi? là, c'est l'instinct de survie, on Ouais. pense à sa famille, on pense à ses proches, à ses enfants, à sa femme. Et donc là, on a mis 5 heures de nuit pour descendre au camp de base. Au Dans camp un de base, état de dans un état, fatigue. Ouais. j'étais rincé de Ouais. fatigue, j'étais éclaté. On arrive au camp de base, on appelle un médecin en Europe, heureusement, en décalage, dans le bon sens du terme, le Ouais. décalage horaire. Le médecin nous dit, écoutez, il faut le stabiliser. On me réinjecte des corticoïdes pour réduire l'inflation au niveau cérébral. Ça a quel effet ça de mettre des corticoïdes? On réduit l'inflammation en Ah fait. oui, Donc en ok. fait, comme j'ai fait Ok. un œdème cérébral, c'est manque d'oxygène au niveau du cerveau. Mhm. Donc le cerveau ne réagit plus. Et puis à partir d'un certain stade, on tombe dans le coma. Et après le coma, c'est la mort. Et Ah oui, donc ok. les corticoïdes permettent très très vite de réduire Mhm. l'inflammation. Mais ce qui m'a surtout sauvé, c'était de descendre d'altitude. Quand on descend d'altitude, on récupère de l'oxygène naturellement, et donc petit à petit, l'œdème se résorbe. Néanmoins, je restais au camp de base, on est à près de 5 000 mètres d'altitude, il faut juste s'imaginer, c'est la hauteur du Mont Blanc. Oui, ça reste très haut en Quand on fait. monte au Mont Blanc, on monte et on redescend direct, donc on Mhm. n'a pas la sensation de rester en très haute Mhm. altitude. Mais quand on est haut comme ça, ben, ça tabasse. Et donc on me donne les corticoïdes,
Et le médecin dit, il faut surtout pas qu'il s'endorme pendant la nuit. Donc je retrouve ma tante au camp de base. Le guide passe la nuit à côté de moi. Il me garde éveillé. Pourquoi? Parce qu'il voulait éviter que je sombre, que je retombe dans le coma. Et à 8h, 8-9 heures du matin, l'hélico était incapable de venir me chercher au camp de base parce qu'il faisait mauvais, il faisait Mhm. gris, etc. Donc on a dû reprendre le sac à dos, Oh redescendre non, dans la vallée. Là, on a remis autour de 4-5 heures de l'enfer. rando pour arriver à 3000 mètres, 3400 mètres d'altitude. Et à 3004, j'étais sauvé. Ouais, Là, c'était, voilà, là, en effet, ben, l'œdème se résorbe complètement. Je reprenais mes cachets, mes ouais. corticoïdes, etc. Et puis, l'hélico est arrivé, Katmandou, et en 24 heures de temps, j'étais à Zaventem Ah ouais. avec mes proches. Et puis, on Et tes rentre. proches, dans tout ça, à quel moment ils sont avertis Alors, que on tu es envoie par dans un mauvais état? quand on est à plus de 6000 mètres, on envoie par satellite un signal à mes proches en disant voilà, tout OK. C'est des Ouais, signaux codés en fait. Donc, on ouais. peut. Et donc, ma femme, elle était occupée à faire des courses à Anvers. Elle s'imagine pas une seconde que 10 heures plus tard, on va l'appeler pour lui dire que j'ai frôlé la mort. Donc, ce qui était très très fou, c'est qu'on fait un virage à 180 degrés. Donc, on envoie l'après-midi le message codé. Et à minuit, heure locale au Népal, je l'appelle par l'intermédiaire du guide pour lui dire, écoute, il y a eu un gros problème. Nico, ton mari, a frôlé la mort. On a réussi à le stabiliser. Voilà la situation. Voilà ce qu'on va faire cette nuit. Voilà ce qu'on va probablement faire demain. On te tient au courant, mais aujourd'hui, on pense qu'il est sauvé. Et donc là, au début, elle a du Ouf. mal à y croire. Ouais. Elle me voit revenir en Belgique. Et en Belgique, j'ai mal réagi aux médicaments. Je suis tombé un dimanche matin ici, dans Mhm. notre maison de campagne à Rochefort. Je suis tombé au petit déjeuner par terre, l'ambulance est arrivée, ils m'ont amené à Marche, transporté à Bruxelles. Donc là, c'était de nouveau la panique, Ouais. en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il est de nouveau. Donc j'ai mal réagi aux médicaments, batterie de test, une journée Mhm. d'examen. Et puis j'ai mis quelques semaines quand même à récupérer. Ouais. Et donc, pour revenir sur Ouais. le cycle 2025, pour Ouais. garder le fil rouge, je pense que cet événement de On peut le 2024 a quand même comprendre. été Ouais, inconsciemment un élément qui remet les choses en perspective ou complètement. J'imagine. inconsciemment. Et donc voilà, je pense que c'est la conjonction de beaucoup de choses dans la vie qui font que voilà que j'ai aujourd'hui pris cette décision et sans regret. Donc Sans regret. ouais. Et tu sais, du coup, vers où tu chemines? Ah, c'est la question. Alors je dirais que Terreau va quand même encore occuper une partie importante de ma vie. Comme je suis quelqu'un de projet, j'ai quand même envie de retrouver le goût de redémarrer quelque chose d'incroyable. C'est vrai? Ah ouais, 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 ouais. En fait, La crise, du quadra, quoi, qui ouais, peut ben je me dis, j'ai quand même envie voilà, je suis un gars de projet, j'ai envie de faire bouger les lignes et je me dis, dans quel domaine? Toujours ah, l'événementiel, le peut-être le sport? foot. Ah ouais? Voilà, Ah! moi, ce projet du foot, du stade n'est quand même pas enterré définitivement. Et je me dis, c'est quand même quelque chose qui me titille, c'est quand même un projet de cœur, c'est quand même un. Je pense que dans la vie, voilà, moi, c'est une région que j'aime tellement, c'est un projet que. Et je pense que je vais nourrir des regrets à terme si je vais pas au bout d'une idée d'éventuellement amener Rochefort slash La Famenne vers quelque chose de plus grand. Et donc, Ouais. voilà, j'y repense, je commence à me remettre Et donc petit à pour ceux petit. qui n'ont pas suivi, tu es, président, on l'a dit en début d'épisode, mais le président de l'Union rochefortoise. Exact, Il y a ouais, quelques années, tu as repris la présidence avec un projet un peu fou. ouais, Alors moi, je suis naze en foot, mais en gros, c'est ouais. de faire, monter tous les échelons jusqu'à arriver au niveau pro, hein? Ouais, ouais, ouais. Alors, exactement. Ben, écoute, on est à la croisée des chemins, en fait. On a repris le Ouais, club en sixième division, l'équivalent de la première provinciale. On reprend le club, il y avait 50 000 euros de dette, il y avait, voilà, on parlait de la fin du matricule. ouais, Et puis moi, amour pour le foot, amour pour la région, je m'investis dedans. ouais, tu D'abord, as débarqué en grand et sauveur. voilà, et puis d'abord passif, hein, autre Ouais. président, et puis de fil en aiguille, le projet se cristallise, la Mmh. fusion avec Épreuve, on connaît des montées successives, et on passe de première provinciale en D1 à CFF, qui est l'antichambre du monde pro. Et je pense qu'en 2018, si les gens nous avaient regardé voilà, en pensant qu'on allait un jour déjà arriver là où on est,
et l'appétit vient en mangeant. Et donc, et comme je suis quelqu'un de projet, ben voilà, j'ai envie quand même aujourd'hui d'aller quand même envie au bout de l'idée Ouais. de pourquoi pas amener Rochefort, la région de la Famenne, avec un projet de stade, hein, parce Ouais, parce qu'on que là, a, c'est vraiment ce qui manque voilà, au club pour accéder voilà. Et au donc, niveau comme supérieur. tout le monde le sait, hein, vu qu'on a organisé un Ouais, vote avec les supporters au mois de juin ouais. 2024, on les a fait voter. C'était important pour nous familialement qu'on les fasse voter par rapport à une délocalisation Mhm, du stade et de l'équipe première mhm, à Marche. On a pu acheter 6 hectares là-bas pour mhm. développer un projet d'infrastructure. Et bah, c'est vrai que tous les événements de l'année dernière et puis le contexte économique quand même vraiment Ouais, pas évident, hein. Je veux dire, aujourd'hui, ouais, on vit quand même dans un monde avec de l'incertitude. Je pense qu'aujourd'hui, ben voilà, cette décision de passer le flambeau, de ouais. petit à petit Bah, sortir de l'opérationnel terreau va ouvrir, à mon avis, la porte. oh là là là, Euh, tu vas faire des œufs. Je pense que quand tu as annoncé que tu mettais le projet ouais, du stade sur pause, à mon avis, il y a eu beaucoup de compréhension parce que, enfin, voilà, hein, c'est vrai que tu le disais toi-même, je pense à l'époque, l'état de santé des clubs de foot, de manière générale, en ouais, Wallonie, pas c'est évident. pas ouf, quoi. Ouais, pas Quand on évident. regarde encore du côté du Standard, dont tu es aussi un grand fan, je crois. Ouais, pas évident. Triste. Ouais, c'est triste. Ouais. Bon, c'est normal de se poser toutes des questions, comme tu dis, en fait, même si c'est des projets de cœur, ça reste des projets d'entreprise. Et donc, bon, il faut savoir comment on place ses billes, quoi. Exactement. Mais tu l'as, c'est viscéral, quoi, je le sens là. Ah bah voilà, et puis c'est un projet avec des retombées pour terreau. On va développer une activité paddle loisir dans le stade. Il y a un projet d'hôtel dans le stade. Et Ouais. puis ça coche tellement de cases en fait. Je dirais qu'il y a l'amour du sport, il y a l'envie de développer de l'emploi dans la région, il y a l'envie de créer de l'impact au niveau des jeunes. Aujourd'hui, on a 400 gamins qui jouent avec une affiliation. Voilà, quand je compare les prix ici par rapport à d'autres provinces, on a quand même démocratisé aussi l'accès au football avec un vrai projet, avec des valeurs. Euh, Il y a un lien avec la ferme, si on peut développer toute une partie circuit court au niveau de la nourriture, au niveau du projet de Mhm. stade. Donc en fait, ça coche beaucoup de cases. C'est juste à un moment donné, quand il faut y aller, quoi. Et Ouais. donc là, Il je faut oser. commence à me remettre dedans. Mhm. Euh, mais c'est évident que ça veut dire que je réattaque automatiquement si je passe ce cap, un nouveau cycle, Ouais. et un nouveau cycle entrepreneurial aussi. Mais l'énergie est là, j'ai Ouais. 41 ans, donc j'ai encore beaucoup à donner. Euh, et donc voilà, j'y réfléchis. Je pense que tout ça est en train de maturer Ouais. tranquillement. Je prends le temps, Ouais. je suis pas pressé. Euh, mais voilà, en tout cas, le projet est Ouais. réactivé, en tout On cas. sent toute la lueur fauve là, hein, pour faire une petite allusion à notre nom qui sommeille en toi là, on le sent. Ouais. Ouais. On a parlé du foot. Après, tu as parlé aussi du paddle parce que c'est un axe sur lequel tu te poses peut-être moins de questions. Là, c'est quelque chose qui est assez porteur. Peut-être qu'il y a moins cet aspect un peu viscéral Alors, beaucoup moins. d'attachement. Alors, j'ai Voilà. toujours adoré le monde du sport, Ouais. j'ai toujours trouvé ça fantastique et c'est vrai que le paddle, bon, je joue en tant que joueur loisir, j'aime beaucoup, j'adore regarder. Et t'es bon? Je suis un peu nerveux, donc je suis un peu, voilà, beaucoup de gens disent que je joue au paddle comme je suis dans la vie entrepreneuriale, c'est-à-dire voilà, que j'y vais, il y a beaucoup d'énergie. T'es quel Et, signe astrologique d'ailleurs? moi, je suis verso, ouais, Ah ouais, ok. verso, et des grands sensibles, les versos. C'est le Euh, cas? ouais, ouais, grand Ouais. sensible, grand sensible, grand sensible. Et donc le paddle, ouais, place importante bah, ici à Rochefort avec Titi. Ouais, Qui a été un peu l'étincelle qui nous a poussé à ouais, développer le paddle en Belgique, hein. Je ouais, pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais on a développé un chouette écosystème de clubs et donc le paddle aujourd'hui est une activité ouais. omniprésente dans le groupe Terreau. Ouais, ouais, Alors si on fait le tour, on a parlé de l'Union Rochefortoise, du ouais, paddle, de la ferme des Rabanis, ouais, de l'hôtel de la Malposte, ouais. ici il y a un nouvel hôtel qui va ouvrir, Le biologie. biologie, tout ça Ouais, c'est sur Rochefort. ouais. J'ai envie de te dire, pourquoi Rochefort? Tu vois, il y a plus exotique. Tu aurais pu faire plus exotique, mais Moi, j'aime ma ville. En fait, voilà, moi, je remarque, c'est ici que je suis heureux. Euh,
J'aime Rochefort, voilà. En fait, c'est con, mais quand je prends cette sortie d'autoroute de le 411, Ouais, que je passe à Sirignon, il y a à chaque fois quelque chose qui se passe, en fait. Il y a quand même, j'adore. voilà, c'est comme si j'arrivais dans un autre monde, c'est comme si les vacances commençaient, c'est comme si, voilà, c'est mes racines, C'est chez toi. voilà, c'est chez moi. Ouais. Et voilà, j'adore cette région pour plein de raisons. Et donc voilà, il y a les grottes d'An aussi, Mm. où on est Oui, actionnaire. c'est Il vrai, y il y a a ça encore. donc voilà, cette ville de Rochefort occupe une place très très importante pour nous. Mon papa était enterré dans l'église de Rochefort, Mm. mon grand-père aussi, donc il y a quand même toute une histoire familiale Mhm. ici. Et donc voilà, donc on est, voilà, voilà, c'est une région qui nous tient à cœur, et si on peut nous familialement, voilà, y contribuer, ben, je pense que bah, Mm. c'est Ouais. top, et on le fait avec joie. Ouais, mais franchement, en tant que Rochefortoise d'origine, je pense qu'on est fiers, en tout cas, d'avoir des familles comme vous qui ont des racines et des valeurs nobles et une personnalité humble et qui ont des projets qui qui servent complètement à la population parce que certes, il y a, comme tu dis, la ferme, elle nourrit aussi tes activités, mais elle nourrit toute la population. Le paddle, je pense que tous ceux qui sont déjà allés au paddle de Rochefort, ils savent que c'est plein à craquer. Ouais. Il y a toute une ferveur autour du foot, donc je trouve que Ah bah c'est c'est beau, top, quoi. ouais, c'est chouette, Se c'est dire chouette. que... Et là, on en revient à un point de là tout à Ouais, l'heure. Ben voilà, ça demande de l'énergie. Et c'est vrai ouais. que c'est beaucoup de temps, beaucoup Ouais. d'énergie, et c'est pas facile tout le temps. Ouais. Et puis, Euh, il y a enfin, quelque part, il y a quelque chose de cohérent, mais c'est plein de choses différentes. Et je pense que dans l'activité, c'est comme un éparpillement. Il y a plusieurs bébés à gérer en même temps, quoi. exact. On se répartit les rôles, et ce qui est très gai, c'est de faire tout ça à trois. Ouais. Et puis de voir que nos enfants, ben voilà, les week-ends, ben mes enfants viennent au foot avec moi, on va Mhm. aux grottes d'eau ensemble, Mhm. on va à la boucherie Magerotte, à la boucherie Terroir, sur les hauteurs de Rochefort ensemble. Donc Mhm. tout ça, Ouais. donc voilà, tout ça est très très gai. Ouais. Ouais, on a de la chance, je dis on, parce que voilà, je reste une Rochefortoise, Bah même oui, si oui, j'habite plus à tu Rochefort, tu l'es, tu vois, l'es. Ouais. je suis comme toi, là, tu vois. Moi aussi, j'ai des racines Ouais. qui sont fortes. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode et j'ai quelques questions, questions un peu plus rapides, un peu plus tac au tac. Alors, Nicolas, de quoi as-tu faim, encore faim, aujourd'hui? De projet. De quoi as-tu peur? Euh, la santé. On arrive à un âge, je trouve, où voilà, faut quand même, voilà. La- le côté fauve dans la trentaine, on y va, ben mine de rien, on a des enfants, la santé, de se dire, voilà, après ce qui m'est arrivé au Népal, Mhm. ouais, c'est quand même quelque chose où, voilà, plus qu'avant, j'y pense. Et donc être vigilant, Mhm. continuer à prendre soin de soi. Ouais, Je fais une mini parenthèse, le Népal, tu y retourneras? Tu te referas une ouais, ascension? ouais, ouais, c'est prévu. Ouais, c'est Ouais, vrai? ouais. Ah ouais. La boucle doit être bouclée. Je ferai pas du 8000, c'est promis. Je l'ai dit Ah à ma ouais. maman, je l'ai dit À tes à enfants. mon épouse, à mes enfants. Mais tu vas y retourner. Oui, j'ai besoin de boucler quelque chose avec mon guide aussi, parce Ouais. qu'on s'est beaucoup investi et tout. Et donc, j'ai quand même envie d'y retourner, mais Ouais. différemment. Mais le message est beau. Ouais. Ce qui t'enivre. Euh, moi, le contact humain, moi, je suis quelqu'un, je suis un être social. Moi, j'aime être avec les gens. Une Mhm. buvette de football, c'est un environnement que j'aime bien. Voilà, c'est voilà, le contact humain, le côté épicurien aussi de temps en temps, Mhm. lié à ce contact humain. Mhm. Voilà, oui. Ce que tu souhaiterais que tes amis disent de toi. Euh, oh, qu'ils soient fiers de moi, je pense que ça me ferait plaisir. Mhm. Ouais, oui. C'est quoi pour toi réussir sa vie? Euh, ça peut paraître bateau, mais je pense qu'il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut essayer de se lever tous les jours avec la banane, avec un objectif, et d'essayer Mhm. de faire quelque chose qu'on aime. Et je me rends compte que c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, moi c'est une chance que j'ai depuis 2011. Je me suis pas levé un jour en allant travailler en me disant waouh, aujourd'hui ça va être dur.
même après un gros week-end festif où le lundi on traîne un peu la patte, j'ai toujours adoré, ça a toujours été avec de la joie, la bonne humeur. Donc être heureux, je pense que c'est primordial. Là, j'avais écrit cette question sans savoir qu'on allait déjà autant en parler, mais je vais quand même te la poser une dernière fois. Les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants. Moi, c'est le respect. Le respect de l'autre, pour moi, c'est vraiment ma ligne de conduite. Peu importe la classe sociale, peu importe tes origines, peu importe ta richesse, peu importe. Pour moi, ma ligne de conduite première, c'est respecter ton prochain. Et je pense que c'est important dans les affaires, dans la vie privée. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est clé pour moi. Ouais. Le regard que tu veux porter sur toi à 80 ans. Euh, J'ai envie d'avoir réussi et ma vie privée et ma vie professionnelle. Le côté pro est plutôt bien embarqué. Il y a encore des chouettes chapitres qui m'attendent. Et au niveau privé, ma femme, mes enfants, c'est ce qui compte énormément. L'entente entre frères, toute cette entente familiale. Si j'ai réussi les deux, je pense que voilà, que je pourrais me regarder derrière moi et quitter ce beau monde avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien. Ton mantra. Oh, mon mantra. Profite de la vie. Un livre, un film, une musique qui te fait vibrer. Un livre, le 5am Club. C'est un gars qui a développé les routines de se lever le matin très très tôt. C'est vrai que j'ai l'habitude de me lever très tôt le matin. Ouais, je connais ce livre. Voilà, et donc je me lève 3 fois par semaine à 5h50 et j'ai ma routine de sport, un petit peu de moment pour soi le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc Ça m'impressionne. c'est des routines qui piquent un peu, mais quand on est dedans, on devient accro. Et puis la musique, il y a un côté AC/DC, Highway to Hell, un peu la musique Asclessin en T3 quand j'étais supporter. Voilà, non, un peu une musique entraînante que j'aime bien. Ouais. Allez, la toute dernière question. Comment te sens-tu au crépuscule, pour le dire de façon poétique, de notre conversation ? Bien, chouette moment. C'était très gai de ratisser large, de couvrir plein d'éléments privés, professionnels, sans tabou. Et j'insiste, parce que il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de tabou. Et donc merci pour tout ça. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode aura fait vibrer cette lumière fauve qui sommeille en toi. Si cette histoire t'a plu, aime-la, partage-la et fais-la rayonner autour de toi. Retrouve-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Ma Télé. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter ou que tu connais une lueur fauve dont l'histoire mérite d'être partagée, écris-nous à lueurfauve@matele.be.